Bonjour et bienvenue dans ce deuxième débat qui est consacré donc à la place des jeunes dans les métiers de la télévision et à la part des jeunes dans les mesures d'audience. Alors l'enjeu avec la révolution numérique, c'est la construction de la télévision du futur. Comment faire? Est-ce qu'il faut créer des programmes pour une génération jeune de plus en plus connectée qui chaque jour change sa manière de regarder la télévision, ou est-ce qu'il faut faire, comme vient de l'annoncer TF1, recruter des youtubeurs de renom? Il y a Cyprien et Norman, tous les deux, je rappelle, ont dépassé sur Internet le milliard de vidéos vues, et TF1 programme donc à la rentrée la première fiction des deux humoristes. Alors pour en parler, nous avons 9 invités. Sahar Bagheri, qui est donc la directrice du pôle études et stratégies des contenus de Eurodata TV Worldwide, le département international de médiamétrie. Tonje Bakan, qui est fondateur et président d'AfroStream, une plateforme vidéo, une plateforme dédiée au contenu afro. Sabine Chalvon-Desmercé, qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Caroline Gott, qui est directrice générale déléguée à la stratégie et au programme à France Télévisions. Marie Van Glabeck, qui est productrice et qui a sa propre société de production. Boris Duchesnay, directeur des programmes d'OCS, une chaîne de télévision payante spécialiste dans les séries. Raphaël Chevènement, qui est scénariste et qui a coécrit entre autres Le Bureau des légendes. Et enfin, Jean-Christophe Bourgeois, qui est directeur général de Sony ATV. Et Agnès, directrice déléguée au contenu à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Alors, pour introduire ce débat, nous allons donner la parole à l'une des 9 invités, qui est donc Sahar Bagheri, qui est donc, je disais tout à l'heure, la directrice du pôle études, stratégie des contenus. Et vous avez donc mené une étude sur le comportement des jeunes. Qu'est-ce que vous en avez conclu? Merci Lisa. Bonjour à tous. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter en 15 minutes un topo sur tout ce qui a cartonné chez les jeunes adultes dans le monde entier, à la télévision et ailleurs. Donc, pour introduire ce focus, on va commencer par un petit montage clippé de tous ces programmes qui ont fait le buzz et qui ont été vraiment des hits sur les jeunes dans le monde. Donc attention, pour ceux qui n'ont pas encore commencé la dernière saison de Game of Thrones, il y a un gros spoiler. C'est parti vidéo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Voilà, donc pour la suite de ce focus, quand j'emploierai les termes jeunes ou jeunes adultes, je mettrai en avant la cible des 15-34 ans et ses équivalents dans le monde, donc c'est-à-dire par exemple 14-29 ans en Allemagne, 20-34 ans aux Pays-Bas, etc. Donc parlons pour commencer des usages en mutation. Un résultat clé, l'évolution de la durée d'écoute télé dans le monde. Donc en 2015, cette durée d'écoute moyenne par individu demeure à un niveau très élevé, à 3 heures et 14 minutes par jour. Et sur les jeunes adultes, la baisse de la consommation de télé dans le monde s'est accélérée ces dernières années. Elle a diminué de 10 minutes
en un an pour arriver à 2 heures et 4 minutes, ce qui reste quand même pas mal. Donc cette diminution s'explique par la montée en puissance de la télé de rattrapage et des autres écrans qui ne sont pas encore pris en compte dans la mesure dans la plupart des pays, et on va y revenir. Si on analyse la structure d'audience des téléspectateurs dans quelques pays, on a la preuve par les chiffres que les jeunes sont moins présents au global devant l'écran de télé. Aux États-Unis et en France, on a 15% des téléspectateurs nationaux qui sont des jeunes adultes. Or, on voit que ce ratio a baissé de 4 points en 5 ans au profit des segments plus âgés qui, eux, sont en croissance sur cette période. Si on analyse maintenant l'apport du différé, donc c'est-à-dire après la diffusion en direct, sur la trentaine de pays qui mesurent le différé, on voit un apport assez net de cet usage, plus 6,3% à l'audience de télévision chez les jeunes, soit plus 8 minutes de durée d'écoute moyenne par rapport au direct. Et comme on l'a dit, la plupart des chiffres précédents n'incluent pas ou encore pas totalement tous le visionnage sur un écran autre que le téléviseur. Et ce qu'on voit, c'est que certains chiffres montrent que cette consommation est loin d'être négligeable. Au Canada, par exemple, on a 60% des 18-34 ans qui ont vu au moins un programme de télé en ligne au mois d'avril dernier. Au Danemark, 75% des 15-29 ans regardent un programme en streaming toutes les semaines. Et en France, 12% de la consommation télé des 15-24 ans se fait sur un autre écran que la télé. Donc par exemple, que ce soit sur ordinateur, sur mobile ou sur tablette. Donc un des enjeux de l'industrie audiovisuelle aujourd'hui, c'est d'être capable de mieux cerner ces nouveaux usages et mieux cerner ces nouveaux comportements médias des téléspectateurs, en particulier des plus jeunes, et pour voir ce qu'ils aiment et sur quoi ils le regardent. Deuxième axe de ce focus, on va voir ensemble quelques stratégies de production et de diffusion qui ont contribué à séduire les jeunes. Donc d'abord, si on prend les diffuseurs traditionnels, on a vu il y a quelques minutes le best-of des programmes internationaux qui ont récemment performé chez les jeunes. Si on prend 3 exemples de succès nationaux, donc par exemple Black Ink Crew Chicago aux États-Unis qui suit des artistes tatoueurs dans leur quotidien, Garde à vous, qui a été diffusé sur M6 en France, qui met en avant un groupe de garçons qui sont confrontés durant 3 semaines aux conditions de service militaire des années 60, et Lip Sync Battle sur Channel 5 au Royaume-Uni qui met en avant une compétition de lip sync, de playback. On remarque qu'avec des programmes qui sont adaptés à la cible, il est toujours possible d'attirer fortement ce segment de population. Donc, par exemple, une personne sur 3 qui a regardé Garde à vous sur M6 avait entre 15 et 34 ans, alors que nous avons en moyenne moins d'une personne sur 6 qui a cet âge et qui est présente devant la télé. Pour Black Ink Crew, on monte à quasiment la moitié des téléspectateurs qui étaient des jeunes devant ce programme. Et la puissance des contenus est généralement accentuée s'ils sont locaux, que ce soit des concepts originaux ou adaptés. Donc, par exemple, si on étudie une grille de programmation, celle de la première chaîne espagnole Telecinco, donc qui est une chaîne généraliste commerciale du groupe Mediaset. Donc en 3 ans, la part de marché, la fameuse PDA de la chaîne a considérablement augmenté, plus 34% en 3 ans, auprès des jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans sur le prime. Et Telecinco, en fait, a su consolider l'audience auprès des jeunes en misant sur des contenus locaux et nouveaux. Donc, ces 2 dernières années, on a près d'une quarantaine de nouveaux programmes qui ont été diffusés sur Telecinco, donc 4/5 sont des créas nationales ou des adaptations. Parmi les plus récents, on a The Voice Kids, qui a doublé l'audience sur les jeunes, l'adaptation de Got Talent, et Love and Tate, qui est la version locale de Stand Up for Your Country, qui surfe sur la vague des talent shows qui mettent de plus en plus en avant la famille et les enfants. Et Telecinco mise aussi un peu plus sur la fiction nationale, avec la fiction qui occupe maintenant la case du mardi soir, qui était auparavant occupée par du divertissement. Donc, parmi les dernières séries à succès de la chaîne, on peut citer Chiringuito de Pepe, donc autour d'un chef qui tente de sauver un snack bar de la banqueroute, dont la part de marché a quasiment doublé sur les jeunes et qui va être adapté aux États-Unis cet automne pour ABC.
Donc, face à la concurrence et à la nouvelle manière de consommer la télé, il y a désormais une nécessité pour les diffuseurs de s'adapter à la consommation en différé des contenus. Donc les diffuseurs n'hésitent pas à mettre à disposition, soit sur leur propre plateforme, soit sur le web, des programmes quelque temps avant ou même en même temps qu'ils soient diffusés à la télévision. En France, par exemple, Canal a opté pour cette stratégie avec ses créas originales pour s'adapter au binge-watching, pour contrer aussi les concurrents étrangers de la SVOD. On a Baron Noir avec Cadmerade qui a obtenu des scores d'audience en dessous de la moyenne des créas originales Canal, mais par contre, ces résultats sont compensés par d'excellents chiffres en catch-up. Parce que la saison entière a été mise à disposition lors de la diffusion du premier épisode. Idem pour le Bureau des légendes, donc ça tombe bien, on a Raphaël Chevènement avec nous. Également, en Allemagne, on a Family Braun, qui est une comédie dramatique sur 2 jeunes néo-nazis qui est diffusée en avant-première sur YouTube et ensuite sur le service à la demande de la chaîne ZDF, donc avant d'arriver sur la chaîne. Et dernier exemple, Family Law, qui est une comédie australienne sur une famille australo-chinoise. Le premier épisode de la série a été diffusé sur Facebook en avant-première. Donc toute cette diversification de l'offre et de la distribution aussi montre que le type de challenge et les réponses qui sont apportées par les diffuseurs traditionnels ou les nouveaux entrants pour penser différemment et se démarquer. Une autre source de diversification, justement, c'est l'arrivée de nouvelles plateformes qui ont commencé à distribuer, mais aussi produire des contenus originaux. Donc les Netflix, les Amazon, les Hulu, Waki TV sont bien identifiés déjà. Les telcos comme Yahoo, Allo, AOL le sont également. Mais également de nouveaux entrants arrivent, comme Sling par exemple, qui appartient à l'opérateur Dish, Lebara, qui a lancé un service de SVOD en Europe et en Afrique, YouTube et ses multi-channel networks, les réseaux sociaux type Snapchat, Facebook, et même des marques comme des Red Bull ou des GoPro se mettent à lancer des plateformes professionnelles qui fournissent du contenu original payant. Et le digital permet d'aller aussi au-delà des frontières et de l'industrie du loisir. Donc Good Luck America, par exemple, est une série politique exclusivement disponible sur Snapchat. Twitter a obtenu il y a quelques semaines les droits de retransmission de 10 affiches de la NFL du jeudi soir, donc le Thursday Night Football, qu'elle proposera en direct et gratuitement à ses utilisateurs. Instagram aussi suit le chemin, a créé sa première série scriptée Shield 5 plus tôt cette année. Et Apple Music prépare aussi également un projet de fiction avec Dr. Dre qui est appelé Vital Signs. On en a parlé plus tôt ce matin, non seulement les plateformes, mais aussi la technologie ouvrent la voie à de nouveaux codes narratifs, de nouveaux modèles créatifs. Par exemple, les diffuseurs linéaires, rejoints aussi par les acteurs numériques, saisissent l'occasion d'immerger les téléspectateurs et surtout les plus jeunes grâce à la réalité virtuelle, grâce à la 3D, grâce aux projets en 4K. Et certains diffuseurs linéaires voient ces technologies comme un moyen aussi de renouveler leur show, de donner un accès aux coulisses à leur public, comme le montre par exemple la stratégie de ProSieben en Allemagne pour diffuser un épisode en 360 de son talk show Circus Aligali en 4K sur YouTube. Arte est allé encore plus loin avec un projet online autour de l'auteur Philip K. Dick qui a écrit The Man in the High Castle, qui combine réalité virtuelle, des prises 360 où on peut choisir son angle de vue, une qualité 4K et même un jeu vidéo. Et les acteurs numériques spécialisés saisissent aussi également la possibilité d'entrer dans la sphère de la production, avec par exemple Oculus Studio qui a lancé son film Henry, ou le développeur de jeux polonais The Farm 51 avec son documentaire Chernobyl VR Project. Donc tout le monde cherche maintenant à faire du contenu, à générer de l'émotion, de la proximité avec les jeunes téléspectateurs grâce au contenu. On ne peut pas discuter de ce qui se passe à la télé sans mentionner également ce qui se passe sur le web. Le temps passé en ligne est à la hausse. On a actuellement YouTube qui est une plateforme majeure pour le contenu vidéo en ligne. Plus d'1 milliard de visiteurs uniques par mois, plus de 6 milliards d'heures de vidéos vues chaque mois et 80% du trafic de YouTube qui se passe en dehors des États-Unis.
Donc, parmi les genres préférés des jeunes internautes, on a le gaming, le e-sport, qui est la pratique d'un jeu vidéo en multijoueur, qui sont toujours les plus appréciés. Mais au-delà de ce genre, on voit aussi émerger des talents partout dans le monde, se créer des formes innovantes, des techniques d'écriture et de réalisation, avec une liberté de ton, un format qui peut surprendre parfois, mais qui devient nécessaire pour séduire de plus en plus la cible jeune. Et on a les youtubeurs qui deviennent des célébrités. Donc en France, on connaît bien les figures clés, on en a parlé ce matin, Cyprien, Norman, qui ont produit encore cette année les vidéos les plus regardées sur YouTube France, hors clips musicaux. Et le succès du festival Video City en novembre dernier, qui a réuni à Paris la fine fleur des youtubeurs, en a aussi montré le potentiel. Et si on regarde aussi dans quelques autres pays qui sont leurs Norman et Cyprien nationaux, on a en Suède Normal TV, qui est une chaîne créée par deux Russes, Vlad et Daniel, qui font des caméras cachées. Donc la chaîne a doublé son nombre de vues en 6 mois. En Espagne, on a El Rincón de Giorgio, qui est animé par Jordi Wild, qui raconte sa vie de youtubeur. Il totalise 615 millions de vues. Au Brésil, 5 Minutos est alimenté par les monologues de la vlogueuse Kefera Bushman, avec 30% de nouveaux abonnés en 6 mois. Et en Allemagne, Lee Floyd, qui est une chaîne créée par Florian Munz en 2007 autour des thématiques de société qui visent les jeunes. Lee Floyd a entre autres fait une interview d'Angela Merkel. Il totalise 465 millions de vues et 50 millions de vues en plus en 6 mois. Donc on va voir très rapidement un petit extrait. Erstmal wunderschönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Guten Tag. Mich freut sehr, dass es geklappt hat. Und dahingehend meine erste Frage, es gab ja bereits im April rein aus dem Netz durch Mesh Collective schon mal Bemühungen, irgendwie an Sie heranzutreten. Und was mich natürlich und viele andere auch interessiert hat, ist, warum jetzt und vor allem warum YouTube? Warum YouTube? Dernière chose importante, YouTube qui se professionnalise et utilise ses communautés de fans pour expérimenter un nouveau business model et challenger aussi les services de SVOD. Donc on a YouTube Red qui a été lancé en octobre dernier. C'est une plateforme de contenu payante et sans publicité, disponible uniquement pour l'instant aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Brésil. Donc on a des originaux YouTube Red qui sont développés, tels que des films, des émissions de télé, exclusifs uniquement aux membres Red. Et plusieurs e-gamers sont devenus célèbres sur cette plateforme et ils diversifient aussi leurs activités. Donc, par exemple, dans la série Real Aventure Scare PewDiePie, du créateur et des réalisateurs de The Walking Dead et Maker Studio. Donc, Maker Studio qui est le plus gros producteur et distributeur de contenu vidéo en ligne et qui a été racheté pour 500 millions de dollars par Disney. Donc, dans ce Scare PewDiePie, PewDiePie vit des situations terrifiantes qui sont inspirées de ses jeux vidéo préférés. On a également, par exemple, le film Dance Camp qui a été produit par Awesomeness TV, qui lui avait été racheté par DreamWorks Animation, donc encore un gros studio, qui parle d'histoires d'amitié à travers la danse. Et le long métrage aussi A Trip to Unicorn Island, qui montre aux fans la vie de la youtubeuse Lily Singh, pour ceux qui la connaissent, lors d'une tournée mondiale. Donc pour conclure, on observe de nouveaux centres de création se développer. Clairement, une nouvelle offre audiovisuelle monte en puissance. Il s'agit maintenant de défricher les nouveaux territoires de cette forme de télévision. Les liens se resserrent entre le monde du web et le monde de la télé traditionnelle. Et le rôle aussi des chaînes évolue. Donc, ils sont de moins en moins simples agrégatrices d'événements, ils sont de plus en plus créateurs et éditeurs d'événements. Et par contre, le changement de structure aussi a rendu la compétition beaucoup plus intense entre les acteurs. Et plus il y a de choix, plus les téléspectateurs et les jeunes téléspectateurs auront besoin de se retrouver sur des médias qui ont une identité éditoriale forte. Et désormais, on a aussi de plus en plus des incubateurs de nouvelles idées. Et les plateformes, les unités digitales de producteurs, de diffuseurs deviennent de plus en plus de vrais laboratoires créatifs qui permettent de se réinventer. Donc merci à vous. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et beaucoup d'initiatives à mentionner pour ce sujet, mais les intervenants pourront parler beaucoup mieux que moi. Merci. Merci Sahar Bagheri pour cet exposé. Alors il y a plusieurs choses qui ont été dites qui vont nous permettre en fait de lancer donc ce débat. Alors je vais commencer par vous, Caroline Gau. Vous êtes donc dans le groupe
France Télévisions, directrice générale déléguée à la stratégie et au programme. Est-ce que, selon vous, les jeunes sont moins présents devant la télévision ? Alors, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire la jeune femme Dorodata, qui nous a donné justement une photo intéressante de ce qui se passe sur l'ensemble des diffuseurs européens et qui concerne également France Télévisions. Déjà, pour reprendre les grands éléments qui ont été dessinés, France Télévisions est devenue complètement un média global. D'ailleurs, la précédente équipe avait énormément travaillé. Aujourd'hui, je vais vous donner par exemple un chiffre moyen. Ce sont 315 millions de vidéos qui sont vues sur les offres du groupe France Télévisions chaque mois. Donc on peut multiplier après par 12, vous voyez qu'on arrive à pratiquement 4 milliards de vidéos vues, où tout simplement le public vient consommer, vient voir l'ensemble de notre offre de programmes, que ce soit tout ce que nous permet de faire la création, de la fiction, de l'animation, des documentaires. Vous incluez les programmes en ligne ? Pardon ? Il y a les programmes en ligne dedans aussi. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment, via la plateforme Plus, les plateformes pour le coup qui sont propriétaires de France Télévisions, qui donc permettent de voir en différé ou en catch-up l'ensemble de nos contenus. Il y a des plateformes pour le coup qui sont des plateformes par thématique, comme par exemple l'info, où on utilise une partie de travail des rédactions nationales, régionales, ultramarines, mais également nous produisons énormément de contenus qui sont adaptés justement à ces plateformes. Et puis il y a par ailleurs, puisqu'il y avait un intervenant de YouTube qui était là, pour moitié de ces 315 millions, ce sont les 300 chaînes YouTube du groupe France Télévisions que nous avons en partenariat avec YouTube qui nous permettent d'arriver à ce chiffre impressionnant de 315 millions. Mais comment vous expliquez, vous, tout à l'heure, elle disait quand même que même si les jeunes consomment les programmes en ligne, ils sont moins présents devant la chaîne classique. Comment Alors déjà, il y a un facteur très important qu'elle a répété plusieurs fois, qui est quelque chose qui est seulement en train d'arriver, c'est que la mesure d'audience, aujourd'hui, vous voyez bien, tout le monde ici, plus personne ne regarde que la télévision, qu'on soit jeune ou pas jeune. On regarde beaucoup de choses sur une tablette, moi je regarde beaucoup de choses sur mon smartphone, et finalement, c'est quelque chose qui, évidemment, c'est démocratisé, on va dire beaucoup plus vite, et les jeunes sont des early adopters sur justement cette nouvelle façon de consommer des contenus et en particulier de la télé. Donc les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres pour l'instant qui sont uniquement de consommation télé. Donc aujourd'hui, Médiamétrie en France, c'est d'ailleurs précurseur en la matière, même aux États-Unis, ils ne sont pas encore aussi précis en matière justement de suivi des audiences, et donc ils ont lancé, c'est depuis le mois d'avril, donc c'est quelque chose d'extrêmement frais, ils ont lancé la mesure 4 écrans, qui est une mesure d'audience qui vous donne à la fois l'audience hier au soir, par exemple, de telle fiction, et puis le lendemain, vous avez toute la consommation, en fait à 7 jours, on a toute la consommation d'une fiction, par exemple, en différé. Et si on prend, par exemple, les fictions, vous avez jusqu'à 30-40%, par exemple, de l'audience, aujourd'hui, qui est incrémentale, qui vient en plus, si vous voulez, en plus de ce que les gens ont vu sur leur écran de télévision classique. Donc les jeunes, ils sont encore là très très massivement en télé. Ils ne sont plus nécessairement, vous avez raison, devant leur écran de télévision. En revanche, on a fait d'ailleurs un travail commun entre les équipes des études de France Télévisions et Médiamétrie, parce que dans le cadre de notre notre plan à 5 ans, on se posait la question, voilà, comment on va se projeter, comment dans 5 ans les gens vont consommer, vont regarder nos contenus et qu'est-ce qu'ils vont regarder. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, donc c'est un exercice peut-être qu'on peut faire entre nous, c'est de savoir que, à votre avis, sur 100 minutes d'un jeune entre 15 et 34 ans, pour reprendre les cibles, pardon de ces terminologies qui ont été employées, sur 100 minutes, à votre avis, combien de temps, aujourd'hui en juin 2016, combien de minutes passe un jeune donc, devant son écran de télévision? À votre avis, il passe quoi? 10 minutes, 15 minutes, 80 minutes? Il passe combien de temps, à votre avis? Dans les études, je pense que c'était écrit 2 heures à peu près par rapport à 3 heures pour les plus anciens. Je pense que c'était à peu près les chiffres. Alors, il passe 2 heures. Donc, si on prend, pour faire un pourcentage, si on prend 100 minutes, en fait, je vous donne ce chiffre, qui est un chiffre qui n'a pas encore été publié par Médiamétrie, mais qui nous autorise à vous communiquer. En fait, ils passent encore 70% de leur temps devant un écran de télévision. Les 30% restants, ils regardent des vidéos. Et à l'intérieur des vidéos, ils ne regardent pas que des vidéos télé, mais ils en regardent aussi beaucoup.
Et à l'intérieur de ces 30% de vidéos, donc ils vont regarder pour le coup d'autres contenus éventuellement qui ne sont pas télé, par exemple sur Facebook, des contenus YouTube qui ne seraient pas générés par la télé. Donc ça, c'est les chiffres de consommation aujourd'hui. Donc en fait, les jeunes regardent quand même la télévision de manière différente. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ils regardent de façon différente et puis surtout, ils ont beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de programmes qui leur sont proposés avec des nouveaux modes de production, comme on a pu le voir, des nouvelles propositions. Alors que ça soit évidemment, on parlait tout à l'heure des web-séries, de documentaires. En effet, la jeune femme qui en parlait a raison. Finalement, ce sont deux nouvelles formes d'écriture, des nouvelles économies aussi, puisque ce ne sont pas non plus les mêmes économies que celles qu'on peut avoir en télé. Mais en tout cas, elles permettent d'avoir des propositions et finalement d'avoir énormément d'opportunités, notamment pour nous, les diffuseurs plus traditionnels, qui maintenant envisagent leur métier d'éditeur dans sa globalité et pas uniquement comme un programmateur classique, on va dire, de télévision, comme on le faisait encore il y a 4-5 ans. Alors, je voudrais, Sabine Chalvon, vous êtes sociologue. Justement, on voit que l'interprétation parfois n'est pas la même. Vous avez suivi à travers des enquêtes les jeunes. Où sont ces jeunes et quel est aujourd'hui leur rapport avec les médias? Comment d'ailleurs il a évolué dans le temps? Les jeunes sont encore beaucoup devant la télévision, comme vous avez dit, contrairement à ce qu'on croit, mais ils diversifient aussi beaucoup leurs pratiques. Mais je crois que ce qui est très important d'abord, c'est de savoir de qui on parle quand on parle des jeunes. Parce que le phénomène le plus intéressant, c'est l'étirement en fait, de ce qu'on appelle la jeunesse. Ça peut être défini comme les 15-24, ou bien mais on voit qu'il y a aussi un phénomène qui fait que ils sont de plus en plus précoces. Donc on a rajouté des périodes avant, ça peut commencer dès 11 ans, avec ce qu'on appelle les adolescents, et puis ça se prolonge parce qu'on voit des comportements qui sont des comportements qui étaient avant portés par des gens de 25 ans, qui durent jusqu'à 30, voire jusqu'à 35 ans. Donc quand on essaye de trouver qui sont les jeunes, on a cette espèce de vaisseau à géométrie variable dans lequel on peut embarquer plus ou moins de gens. Et donc ce qui est très important, c'est se dire combien est-ce que ça fait quand même. Donc en gros, on peut dire qu'on est 800 000 par génération, 800 000 par an. Et donc sur 10 ans, ça fait 8 millions. Si on compte 15-25, ça fait 8 millions de gens. Et si on rajoute encore 5 ans, ça en fait 12 millions. Et donc ça donne un peu, je crois qu'il faut toujours resituer ça pour voir un peu de qui on parle et combien ils sont. Alors ça s'étire, ça se désynchronise. C'est-à-dire qu'avant, on avait des rythmes d'entrée dans l'âge adulte qui étaient relativement clairs. On avait d'abord un travail, ensuite un logement, ensuite une mise en couple, ensuite un enfant. Et maintenant, ça va dans tous les sens, ça se désynchronise. Et on voit des enfants qui sont partis, qui peuvent revenir. C'est les enfants boomerang qui reviennent comme ça dans le foyer familial. Et en même temps, on a cette espèce de double mouvement très étrange dans lequel ils ont à la fois de plus en plus d'autonomie. C'est les enfants des 4 écrans, les jeunes des 4 écrans, on leur donne des tablettes et trucs tout de suite. Ils sortent de plus en plus tôt, ils ont la première fois de plus en plus tôt, ils sont dans des systèmes d'éducation bienveillante de plus en plus tolérantes, donc de plus en plus d'autonomie et de plus en plus de dépendance. Une dépendance financière, une dépendance résidentielle. 57% des jeunes de 15 à 24 ans vivent chez leurs parents. Et il y en a à peine 28% qui travaillent avec un travail qui leur apporte de l'argent. Donc, autonomie et dépendance, ça crée un phénomène très nouveau, en fait, dans lequel leur horizon d'entrée dans la vie ne cesse de reculer et qui donnerait une image très sombre si, justement, elle n'était pas compensée par cette extraordinaire liberté de circulation qu'offrent les médias. Et ils sont où, ces jeunes, en fait? Alors, ils sont dans leur chambre. Ils sont sous leur casque. Et ils vivent, et ils sortent. Parce qu'ils continuent à sortir. Ils vont au cinéma. Le cinéma se porte plutôt bien. Il y a 6 sorties au cinéma par an sont faites par les jeunes. Ils ont des sorties culturelles aussi. Et sinon, ils communiquent avec tout le monde. Ils sont Quand on cumule l'audience de chacun des médias, on se dit mais qu'est-ce qui reste pour faire autre chose? Parce qu'ils sont vraiment... donc ils font plusieurs médias, ils pratiquent plusieurs médias à la fois. Le grand phénomène, c'est d'abord la musique, la musicalisation des jeunes. Les jeunes écoutent de la musique tout le temps et en même temps ils envoient des SMS, ils sont sur le smartphone et ils travaillent sûrement un peu aussi. Alors, je vais donner la parole à Tonje Bakan, qui a donc créé AfroStream, qui est donc une plateforme vidéo dédiée au contenu afro. Alors, pourquoi vous avez créé cette plateforme? Alors, j'ai construit cette plateforme parce qu'elle répondait à un besoin qui n'était pas adressé par les grands médias nationaux.
ce qui est intéressant dans cette question de où sont les jeunes, parce que j'ai vraiment envie de rebondir sur tout ce que j'ai entendu. Je vais mettre de côté un peu ma plateforme de côté, c'est-à-dire où sont les jeunes. Ils ne sont pas sur le plateau et ils sont très peu dans la salle. Ils ne sont pas dans leur chambre. Et non, la vraie question, c'est finalement comment on peut adresser les jeunes sans travailler avec eux. Comment peut-on finalement créer du contenu qui leur ressemble sans finalement les faire participer à cette création. Aujourd'hui, le grand danger pour les médias, c'est que les jeunes n'ont plus besoin de nous pour se divertir. YouTube, Dailymotion et d'autres plateformes ont permis aux jeunes d'échanger, de communiquer, de partager avec le monde leur identité. Alors, c'est pour ça que pour eux, une marque comme TF1, France 2, a autant de valeur ou même moins qu'un Facebook, qu'un YouTube ou un Snapchat. Pour eux, la différence entre ces marques et ces cultures de marques devient de plus en plus fine. Et quand on parle de la télévision, pour eux, ça ne veut plus rien dire. Moi, je ne suis plus un jeune, puisqu'apparemment j'ai 35 ans et donc j'ai un an de plus. Vous êtes un an de plus, voilà. Mais ça fait 15 ans que j'ai plus l'objet, la télévision, chez moi. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas de programmes produits par des chaînes nationales, mais je les regarde différemment. Alors, tout à l'heure, l'une des intervenantes a dit « Arrêtons de parler de web-séries, de web-documentaires, c'est du contenu ». Effectivement, quand je regarde une série produite par Awesomeness TV, je me demande pas est-ce que c'est une web-série ? Non, c'est une série avec un casting, avec un scénario, avec une production et des personnages auxquels je m'attache. Donc vraiment, je pense que regardons autour de nous et demandons-nous comment finalement on peut donner plus de place aux jeunes à des postes clés. Il ne suffit pas d'avoir une quinzaine de stagiaires, mais vraiment des directeurs de création qui peuvent avoir moins de 25 ans, des gens qui, autour de la table, ont la capacité de prendre des décisions. L'idée d'AfroStream, juste pour revenir sur votre question, aurait pu être créée, enfin, AfroStream aurait pu exister depuis plus de 15 ans en France, en Europe. Peut-être que le fait que quelqu'un de mon profil n'ait pas eu accès à la table des décisions a fait que ce type de projet a pris de plus de retard. Mais AfroStream et d'autres types de plateformes dédiées à des jeunes, à des seniors, auront tendance à être de plus en plus pertinentes si le public visé est admis à la table de la création. Vous avez rencontré des difficultés quand vous avez créé cette plateforme ? Comment ça s'est passé ? Toute idée innovante est amenée à être confrontée à du scepticisme, du refus. Donc effectivement, il a été difficile pour nous de lever des fonds en Europe. Nous avons la chance d'aller dans la Silicon Valley, dans un incubateur qui s'appelle Y Combinator pour pouvoir lever des fonds. Orange nous a aussi beaucoup soutenus dans notre démarche. Donc aujourd'hui, AfroStream, c'est une plateforme OTT disponible sur le web, les applications. Nous avons signé 2 contrats de distribution avec des telcos français. Je peux annoncer aujourd'hui que dans quelques jours, nous serons disponibles sur les box de Bouygues Télécom et à la fin du mois d'août chez Orange. Donc c'est une révolution. Le fait que je sois le président d'un média français avec des contrats avec des telcos, c'est plutôt rare. Je le disais tout à l'heure, je suis vieux, mais je n'ai que 35 ans. Mon équipe est constituée d'une dizaine de personnes qui ont aussi, en général, moins de 40 ans. Nous sommes des bébés dans l'industrie, mais je pense que, sans faire du jeunisme, cette industrie a besoin d'une diversité d'âge, diversité d'origine, diversité de milieu social. J'en parlais avec les gens d'Écran Total. Ce qui est très important quand demain vous allez faire le bilan de cette journée et vous dire Tonji a dit quelque chose de pas tout à fait stupide et on va engager plus de jeunes, c'est essayer d'engager des jeunes qui ne font pas partie de votre réseau, de votre sérail. Si c'est pour finalement prendre que des jeunes qui sortent d'HEC, c'est très bien, hein, mais la plupart des youtubeurs et des talents que vous voyez aujourd'hui sur YouTube ne sortent pas de ces maisons. Donc c'est très important dans le recrutement d'avoir une diversité qui va vous enrichir. Vous en avez besoin et si vous ne le faites pas, vous allez vous faire déborder par des médias qui seront peut-être plus audacieux et qui n'hésiteront pas à répondre à cette demande. Alors justement, vous me tendez
Voilà. Alors justement, vous me tendez la perche pour donner la parole à Marie Van Glabeck, qui, elle, n'est pas issue d'HEC, a fait l'histoire de l'art et s'est donc retrouvée à la tête d'une société de production. Vous produisez des courts-métrages. Alors, vous n'aviez pas de réseau, vous venez de l'histoire de l'art. Comment vous avez pu produire des web documentaires? Comment ça s'est passé? Alors, tout d'abord, il paraît que je suis plus jeune non plus, j'ai 35 ans. Donc j'ai monté ma société de production, moi, il y a 8 ans, 9 ans. J'étais encore à la fac. On a monté ça entre copains. On a fait à la base un documentaire comme ça, entre copains. On n'avait jamais fait de film, on n'avait jamais réalisé. Il se trouve que, on a fait un film sur Christophe Maé. Et Christophe Maé qui commençait Le Roi Soleil, qui est devenu extrêmement connu. Et grâce à ce gros coup de chance, du coup, le film s'est vendu partout et on a commencé à faire encore plus de films, toujours entre copains. On a fait des courts-métrages au début, en effet, pour France 3. Voilà, on les avait fait avec 1 000 €, comme ça. Et puis, d'un coup, Roland Nguyen les voit et il nous dit, OK, je les prends. Et puis après, on a continué comme ça, vraiment, en faisant des choses... Vraiment avec insouciance, inconscience, vraiment, parce qu'on n'imaginait même pas que ça pouvait... vraiment la bande de copains. Et puis, on a commencé à professionnaliser. Donc, du coup, on a commencé à faire notre vrai premier documentaire préacheté, et puis à lever des fonds, et puis ça a continué. On a monté une plateforme Nouveaux Médias parce qu'on faisait beaucoup de sujets sur ce qu'on connaissait, c'est-à-dire l'éducation, l'orientation des jeunes, les quartiers, puisque moi je suis issue des quartiers, même si ça se voit pas. Et du coup, on s'est dit oui, mais les jeunes, en tout cas notre cible, ce qu'on veut toucher, c'est-à-dire quand on parle d'éducation, d'orientation, ils regardent pas forcément justement la télé, ils regardent pas forcément nos documentaires. Quand ils les voient, ils les trouvent formidables parce que les profs aiment beaucoup nos documentaires, donc je sais que les jeunes les regardaient. Et donc par exemple, on a pensé faire une plateforme Nouveaux Médias qui s'appelle Cité Orientée, que France Télévisions avait préacheté et coproduit, et qui du coup, avec des nouveaux usages, on a essayé vraiment à chaque fois d'avancer tout doucement. Et puis c'est pareil, comme c'était une aventure collective, donc évidemment on a produit souvent des premiers films de jeunes auteurs qu'on a continué à suivre, qui aujourd'hui sont, on va dire, par exemple Pathé peut commencer à essayer de les récupérer, ou Langman, ou avec qui il commence à signer. C'était vraiment une aventure collective. Après, moi, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes auteurs, beaucoup de jeunes producteurs qui essayent. C'est très difficile, ce métier, parce que je parle de ça, on dirait que c'est super, etc. Mais justement, si par exemple, là, vous faites beaucoup de petits films avec votre petite société, voilà. Si par exemple, vous voulez vous lancer dans le long métrage, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous en avez la possibilité? Alors, voilà, je dis, là, ça a l'air facile, mais en réalité, ça a été très dur. On a passé des nuits blanches, on a passé des années, des fois sans week-end. On a vraiment bossé pour arriver à faire ça. Et même quand je dis qu'on arrive à faire ça, c'est vrai qu'on est sur des films aujourd'hui à encore... petit budget. Alors, petit budget, il y a beaucoup de producteurs, de jeunes producteurs ici, de la Fédération des jeunes producteurs indépendants dont je fais partie, qui me diraient, mais c'est déjà énorme, Marie. Je dis, oui, c'est énorme, mais c'est qu'un début, parce qu'en réalité, c'est des fois des films qui nécessiteraient beaucoup plus de budget et que nous, on fait encore avec des bouts de ficelle. Et du coup, on n'arrive pas forcément exactement ce à quoi on pense, que ce soit des projets nouveaux médias, transmédia, ou des documentaires classiques, ou de la fiction. Donc, par exemple, il y a des cases, on sait très bien que c'est très dur pour nous de les atteindre. Donc, on va faire beaucoup de... même si le diffuseur va aimer le projet, on sait qu'il va nous expliquer que les enjeux financiers sont tellement importants derrière qu'on ne peut pas y aller seul. Donc, il va nous proposer, par exemple, d'arriver avec un coproducteur qui, lui, aura plus d'assises, qui, du coup, rassurera. Voilà. Donc, après, ça demande, évidemment... petit à petit en plus, vous êtes toute seule dans la société, vous n'avez pas de... J'ai plus d'associés, j'ai racheté... j'ai des actionnaires puisque j'ai fait des levées de fonds, mais j'ai plus d'associés maintenant depuis 6 ans. J'ai racheté les parts des personnes. Après, j'ai quand même des gens qui travaillent avec moi, heureusement. Alors, vous pensez rester... Vous pensez vous associer avec quelqu'un, ou vous pensez vendre votre société? Alors, aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? C'est la grande question du moment, parce qu'en effet, c'est difficile. J'ai l'impression que j'arrive pas à passer une certaine
un certain cap, en fait. Je vois bien qu'il y a un cap où on est bien, on commence à être bien, on commence à être reconnu, on commence à avoir un nom, les diffuseurs viennent même à nous faire des commandes, mais il y a un cap qu'on n'arrive pas à passer. Et c'est extrêmement... c'est difficile parce qu'on sait très bien que les projets sont bons et que c'est souvent parce qu'on va nous dire oui, mais les enjeux financiers sont tellement importants qu'on a peur que ta structure soit pas assez solide ou ce genre de choses que je comprends d'ailleurs. Et du coup, me fait poser des questions. Est-ce que c'est pas le moment de vendre la société, d'être acheté par plus gros ou alors de mettre en coproduction avec des plus gros producteurs. Je pense par exemple à un premier long métrage qu'on développe pour lequel on a eu beaucoup d'argent sur l'écriture, mais là on va passer au stade de la production, donc c'est quand même c'est plus difficile. Donc voilà, donc on est vraiment à cette étape-là, et c'est vrai que je vois le plafond de verre là. Je commence à le voir. Alors, je vais en passer la parole à Agnès Chauveau. Vous êtes directrice déléguée au contenu à l'INA. Alors, vous donnez des contenus pour les chaînes de télévision. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour intégrer les jeunes, justement, au processus de création des émissions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est votre approche? Alors, on ne donne pas des contenus qu'aux chaînes de télévision. On donne aussi des contenus au grand public, puisque depuis 2006, on a un site grand public qui s'appelle ina.fr et sur lequel on poste un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'archives au quotidien, en relation avec l'actualité. Et ça s'adresse aux jeunes et à tout le monde. Mais à l'INA, puisqu'on a un site grand public, puisqu'on a une plateforme maintenant SVOD, on est comme tout, on n'est pas un diffuseur, on est un éditeur, un producteur, mais on est confronté, comme tous les diffuseurs, à la mutation des usages. Cette mutation des usages, on focalise là en ce moment beaucoup sur les jeunes, parce qu'ils sont les promoteurs en fait de cette révolution des usages. Mais on l'a bien vu et compris dans les débats, elle nous touche tous. On peut être en dehors des 35 ans et ne plus allumer sa télévision et regarder des programmes de télévision sur sa tablette et sur son smartphone. On peut s'informer autrement qu'avec la presse papier. Et ça touche bien sûr en particulier les jeunes, mais ça touche l'ensemble de la population qui n'ouvre pas Twitter pour s'informer. Il se trouve que chez les jeunes, le smartphone est maintenant le premier écran, c'est avéré. Il se trouve que pour s'informer, les jeunes, effectivement, n'allument guère la télévision, voire plus du tout, je dis pour s'informer, mais qu'ils s'informent par les réseaux sociaux. Ils n'ont pas connu ce temps où la radio annonçait, où la télévision montrait et où la presse expliquait. Maintenant, ils sont avertis au mieux par une alerte sur leur smartphone. C'est les réseaux sociaux qui montrent et c'est la vidéo qui explique, parce que ce sont des grands consommateurs de vidéos. Donc, par conséquent, ils sont vraiment à l'origine de cette transformation des usages. Ils sont les premiers impactés par cette transformation des usages. Cette transformation des usages, elle veut dire aussi, elle montre bien que finalement, on ne leur impose plus une hiérarchie de l'information. Autrefois, la hiérarchie de l'information était dictée par des rédactions. Ces rédactions étaient dirigées, elles le sont toujours d'ailleurs, un peu moins, par des hommes de plus de 50 ans. Et on imposait une hiérarchie, ces journalistes imposaient une hiérarchie de l'information. Cette hiérarchie de l'information, on avait la possibilité d'y adhérer, de ne pas y adhérer. Certains adhéraient à celle du Monde, d'autres à celle de l'Humanité, d'autres à celle d'un journal télévisé. On pouvait la contester, mais tout de même, on était quand même dépendant de cette hiérarchie. Aujourd'hui, les jeunes, qu'ils aient entre 15, 24, ou 15, 34, ou même 35, c'est vrai qu'ils ne sont plus dépendants de cette hiérarchie de l'information. La hiérarchie, elle est plutôt dictée par des algorithmes. Les algorithmes que sont les algorithmes des réseaux sociaux. Si une information n'est pas dans le newsfeed de Facebook, pour un jeune, elle n'existe pas. Elle peut être partout.
sur le site du Monde, sur le site de Libé, dans un JT de France 2. Si elle n'est pas dans le newsfeed de Facebook, elle n'existe pas. Alors il se trouve que si cette information qui vient en provenance d'un journal comme Le Monde se trouve dans le newsfeed de Facebook, elle peut être lue par un public plus jeune. Donc, comment on s'adapte à cette transformation des usages? On s'adapte à cette transformation des usages en étant, entre autres, présent dans les endroits, sur les lieux où la consommation des contenus, que ce soit de l'information ou du divertissement, se fait. C'est-à-dire que si on n'est pas présent sur ces lieux, par exemple, INA.fr a été créé il y a 10 ans, en 2006. En 2006, 100% de l'audience se faisait sur INA.fr, sur les vidéos. 10 ans après, en 2016, 80% de l'audience vient d'autre part. Elle vient de Facebook, elle vient des chaînes YouTube que nous avons. On a une vingtaine de chaînes YouTube. Elle vient des médias partenaires. On a par exemple passé un des derniers partenariats que l'on a passé, c'est avec Vice News. Vice News, qui est un pure player d'information, qui est un pure player d'information qui touche en particulier, qui est encore un des rares pure players d'information à toucher ce public jeune, des 18-35 ans. Pour inclure nos amis autour de la table ronde. Donc, et c'est vrai que on voit bien qu'au travers de ce partenariat, on a fait un partenariat notamment sur les élections présidentielles, où Vice News donc, utilise les archives de l'INA qu'on a sur toutes les différentes élections présidentielles, qui les éditorialise autrement, avec un mode de narration, on peut dire un storytelling différents. Leur dernier article, c'est les présidents de la République et le sport, par exemple. Eh bien, on voit bien que c'est un mode de narration, c'est une exposition, c'est un endroit où les jeunes vont, et qu'à ce moment-là, les contenus, même si c'est des contenus qui peuvent paraître un peu traditionnels, eh bien, peuvent être tout à fait consommés par ce public jeune. Alors, je donne la parole à Raphaël Chevènement, justement, toujours sur cette question des contenus. Vous êtes scénariste, vous avez coécrit le Bureau des légendes et vous avez travaillé avec Éric Rochant, mais avec une méthode américaine. Alors, j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que c'est une autre façon de travailler avec les jeunes. Alors, c'est la méthode que Eric a effectivement importée des États-Unis. C'est une méthode qui est assez simple. C'est une écriture collective. Donc, on travaille dans ce qu'on appelle une writing room avec un showrunner qui est donc Éric Rochant. Et il y a une équipe de scénaristes qui est structurée. C'est-à-dire qu'il y a des scénaristes, le mot n'est pas toujours agréable, mais enfin junior, des scénaristes seniors. Et l'intérêt de cette méthode, en tout cas par rapport à la question des jeunes et de comment faire travailler des jeunes scénaristes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est que ça permet de faire rentrer dans la pièce des gens qui débutent, qui au début vont servir par exemple de coordinateur d'écriture, c'est-à-dire qui sont là pour prendre des notes, faire des comptes rendus, des discussions. Qui n'ont pas un pouvoir de décision. Voilà, qui au début n'auront pas un pouvoir de décision, puis petit à petit vont écrire des scènes, des V1, ce qu'on appelle des premières versions des V1, qui vont être reprises. Et ça permet de faire grandir des scénaristes plus ou moins rapidement, mais en tout cas de contourner cet écueil qui est que quand on choisit des scénaristes pour une série, il y a des enjeux qui sont très lourds et on n'ose jamais prendre le risque de se tourner vers des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Donc il y a un cercle vicieux qui peut être de ne choisir des gens que parmi les quelques scénaristes déjà établis. Voilà. Mais ça, je crois que ça change vraiment. Le Bureau des légendes n'est pas le seul lieu où il y a une évolution des méthodes de travail, voilà, un souci de la transmission. En tout cas, moi, je ne suis pas vraiment un jeune scénariste, parce que j'ai 42 ans, mais je le suis dans le sens où, quand je suis arrivé sur le Bureau des légendes, je n'avais par exemple aucune expérience de l'écriture de série. J'avais fait de la fiction avant, j'avais travaillé dans le cinéma, mais la série était voilà, un territoire qui était nouveau pour moi. Avec ce système, j'ai pu rentrer dans la writing room, faire mes preuves progressivement, mais je n'ai pas été jugé sur un CV. Voilà. Je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est de contourner cet écueil du CV qui fait que on se dit tiens, qu'est-ce qu'il a fait avant? Oh non, c'est pas le bon profil. Hop. Et après, vous avez justement pu aussi proposer une culture, c'est-à-dire vous m'avez parlé, j'aime bien ce concept, la culture de l'offre et de la demande.
Parce que vous dites en fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, aux jeunes, on leur propose des programmes en disant comme ils sont jeunes, on leur propose ça, mais vous pensez qu'il faut leur offrir autre chose et que c'est une question essentielle. Alors c'est quelque chose que ça m'arrange de le penser parce que je ne suis pas sûr que je pourrais proposer aux jeunes ce qu'ils demandent, parce que je ne sais pas ce qu'ils demandent vraiment. Parce que vous donnez des cours en Je ne sais même pas ce que c'est que les jeunes. Enfin, on se pose la question, voilà, je pense que l'identité des 15-25 ans, ce n'est pas juste d'être jeune, c'est plein de choses. Mais effectivement, c'est un débat, je ne prétends pas le trancher, mais est-ce qu'il faut voilà, offrir, enfin, est-ce qu'on doit aller vers une culture de l'offre ou une culture de la demande? Est-ce qu'on doit juste essayer de courir après ce qu'on suppose être la demande, s'adapter aux nouveaux formats, aux nouvelles pratiques, aux nouveaux modes de consommation, ou est-ce qu'on doit aussi offrir des choses parce qu'on pense que c'est bien et puis voilà, ça marche ou ça marche pas. C'est vrai que le Bureau des légendes n'est pas particulièrement une série où on s'est posé la question de savoir si ce qu'on faisait était adapté au public de 15 ans ou de 60 ans. On a fait ce qu'on avait envie de faire. Bon, on n'ignore pas qu'il y a un public, mais c'est une série d'auteurs. Voilà, c'est une proposition. Ensuite, cette proposition recueille ou pas, suscite ou pas de l'intérêt. Alors, Boris Duchesneau, vous êtes directeur des programmes à OCS et c'est une chaîne qui est spécialisée dans les séries. Vous diffusez des séries américaines, mais aussi des séries françaises et surtout, vous impliquez les jeunes. Alors, je voudrais que vous nous parliez de cette expérience-là dans la fabrication des séries. Oui, juste pour rappeler, on est une chaîne, on est un bouquet de services payants de cinéma aussi et de séries, c'est les deux spécialisations. Et il convient d'ailleurs de rappeler quand on a créé le bouquet, parce qu'on a un bouquet jeune, ça fait 8 ans qu'on existe, donc c'est aussi important notre manière qu'on a d'appréhender le marché et d'appréhender notre travail avec les créateurs. Juste un petit rappel, quand on a créé justement ce service, on s'est dit comment écrire la télévision de demain, c'était il y a 8 ans. Parce que c'est important dans le débat qui nous anime, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, en plus, on est sur un marché de télé payante, à la différence de la télé hertzienne historique qui existe. Donc, on a eu la préoccupation tout de suite de se dire comment s'adresser, pas forcément aux jeunes, mais au plus grand monde, et surtout d'essayer d'inventer une télévision différente de ce qui existe déjà et qui va être à l'épreuve du temps, qui va anticiper les nouveaux modes de consommation. Donc, il y a 8 ans, on avait déjà, nous, inventé un modèle hybride, qu'on revendique totalement, qui est un mode linéaire et non linéaire. Donc voilà, on a spécialisé notre bouquet dans le cinéma et les séries. C'est tout de suite l'axe éditorial qu'on a pris, donc un choix précis, sans faire d'études non plus en se disant qu'est-ce qui va plaire ou pas. On s'est dit que le cinéma et les séries, il y avait assez de place pour inventer une nouvelle télévision autour de ça. Et ensuite, donc, un modèle hybride avec la faculté de pouvoir regarder vos programmes sur la télé, en linéaire, mais aussi à la demande sur la télé, sur la tablette, sur le mobile. Donc ça, c'est le premier postulat de base, c'est de définir éditorialement notre promesse et ce qu'on voulait. Et de ça, ensuite, a découlé ce qu'on a pu faire derrière dans la création. Donc il y a déjà ce que vous disiez, une offre très forte en termes de cinéma américain et de séries américaines. Je rappelle qu'on a un accord avec HBO qui a installé aussi l'empreinte d'OCS et l'aspect visuel, l'identité visuelle d'OCS. Et ça, c'était important d'installer quelque chose pour ensuite pouvoir dérouler en création française une promesse aussi différente. Alors je vais mettre le cinéma de côté puisque c'est un travail un peu différent, mais si on parle de la série, spécifiquement de la série française, j'ai envie de dire que le travail s'est fait de manière naturelle. Alors je m'explique comment la nature a pris ses droits en fait, notamment avec le travail auprès des jeunes créateurs. Premièrement, il a fallu trouver dans la fiction française, on a regardé ce qui se faisait en France et on s'est dit si on veut à nouveau émerger et trouver notre identité, il faut faire quelque chose de différent qui ne se fait pas déjà sur les chaînes hertziennes et sur Canal+ ou sur Arte, voilà, qui ont chacun des succès dans leur création originale. Donc nous, il a fallu trouver notre ton. La première chose, c'était aussi donc, de savoir ce qu'on voulait éditorialement, et puis on a rapproché économiquement les moyens qu'on avait. Je le rappelle, ça fait que 8 ans que nous existons. Les moyens que nous avons à OCS n'ont rien à voir avec les montants que Canal+, Arte, France Télé peuvent dépenser dans la création française. On a beaucoup moins d'argent. Donc il a fallu trouver une méthode et une envie qui allie à la fois une volonté éditoriale et puis une réalité économique. Et donc très vite, on s'est orienté vers un format qui existe beaucoup aux États-Unis et qui existait un peu moins en France, qui est le 26 minutes.
Je pense que c'est toujours le cas en France. Il y a de plus en plus d'initiatives et je les salue. Le format en fait, que vous avez imposé aux jeunes qui fabriquent les séries. Alors en fait, ensuite, ce format de 26 minutes, il était intéressant pour nous parce qu'il permettait deux choses. D'une part, au sein de ce format, alors on a plutôt l'angle éditorial, c'était plutôt la comédie ou ce qu'on appelle la dramédie. Donc la dramédie, c'est une sorte de comédie dramatique. Ça, on trouvait que ce ton-là était peu employé aussi en France. Et puis par ailleurs, ça permet une grande liberté économique. En fait, on a remarqué, produire du 52 minutes avec les moyens qu'on a, enfin avec des moyens très restreints, ça reste très très dur. Mais produire du 26 minutes, on s'est dit qu'il pouvait y avoir un miracle. Et ce miracle, il était fait avec justement des jeunes créateurs, des jeunes producteurs, des jeunes auteurs, des productions indépendantes. Je suis désolé, j'ai oublié votre prénom, Marie, qui parlait au titre des producteurs indépendants. Je pense qu'il faut saluer vraiment le travail des productions indépendantes, parce que nous, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir une identité dans la fiction française qui a pu émerger. Parce que ce sont les premiers et quasiment les seuls aujourd'hui à pouvoir répondre à des contraintes économiques fortes, à avoir une créativité assez importante. À petit budget, en fait. À petit budget, donc de produire des fictions. Alors certains diront low cost, c'est péjoratif. Bon, je vais dire low budget, on est dans la sémantique, mais l'idée c'est de montrer que avec un format installé, assumé, qui est le 26 minutes, on a réussi à trouver des producteurs, des auteurs, des réalisateurs qui arrivaient à se plier à ces contraintes très fortes, mais qui ont développé une créativité absolument incroyable. Donc les auteurs, une créativité incroyable, et les producteurs, une faculté à produire avec une qualité aussi incroyable. Je pense que voilà, en ce moment, j'ai envie de saluer des exemples. En ce moment, on a une série que connaît bien Jean-François Boyer, qui est Irresponsable, qui est diffusée en ce moment sur nos antennes, qui est la production, si vous regardez la production, la qualité d'écriture de jeu, honnêtement, je trouve que ça concurrence aisément certaines séries qu'on peut voir ailleurs sur les chaînes françaises. Donc pour nous, c'était ce pari a été relevé grâce à une manière de travailler avec des jeunes. Quand je disais naturellement, c'est qu'en fait, quand on a commencé à travailler en disant voilà nos contraintes, c'est qu'en gros on met entre 50 et 60 000 euros par épisode de 26 minutes, c'est notre financement. Et voilà, maintenant on va voir si c'est possible de le faire. C'est vraiment des jeunes producteurs qui n'avaient pour certains rien fait, des jeunes auteurs qui n'avaient jamais travaillé avec des chaînes de télé, peut-être avec YouTube, mais voilà, des réalisateurs qui avaient à peine réalisé des choses. Et puis, je ne parle même pas des acteurs, où nous, on n'a non plus aucune volonté d'avoir des acteurs installés. On est assez fan des acteurs de théâtre, d'ailleurs, qui font un super boulot parce qu'ils savent travailler rapidement, précisément, et être juste. Et nous, c'est toute la qualité qu'on recherche. Et puis, j'ajouterais finalement aussi un truc très important, parce qu'on a beaucoup parlé d'audience tout à l'heure, et un petit peu aussi. Nous, on a cette chance aussi, et c'est un luxe, et ça, je tiens à le signaler, par rapport à mes confrères de France Télé ou de TF1, c'est qu'on n'a pas à surveiller l'audience aujourd'hui. On n'est pas sur Médiamétrie, et on a ce luxe. C'est un vrai luxe, parce que, et comme on a ce luxe-là, il faut en profiter et en faire profiter les autres, c'est-à-dire les créateurs, en se disant, voilà, faisons un essai, on va faire ce saut dans le vide ensemble, se dire on va tenter cette fiction, je ne sais pas si ça va marcher, en tout cas ce que vous m'avez proposé, moi ça me plaît, ça m'excite et je trouve ça audacieux et on va essayer de le lancer, de le faire ensemble. Ensuite on verra si ça marche. Donc on a ce luxe-là, donc évidemment on en profite pleinement. Je ne suis pas sûr que je saurais faire ce travail-là de travailler la fiction chez TF1, M6 ou France Télé, parce qu'il y a un coup près qui est le coup près de l'audience. Je ne sais pas si je saurais faire ça. En tout cas, là, sur OCS, on a ce luxe-là, on en profite. Et puis, pour finir, juste aussi dire que les séries chez nous sont... Et d'ailleurs, en PTV, ce serait, je pense, dommage de ne pas raisonner comme ça. On raisonne en agrégation d'audience. On ne s'attend pas à ce que les gens regardent en masse une même série Irresponsable. Là, ils vont tous regarder, tous les 2,5 millions d'abonnés qu'on a sur OCS, on ne s'attend pas à ce qu'ils regardent tous Irresponsable. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a 4 chaînes linéaires, plus une chaîne à la demande, et ensuite parce qu'on propose, nous, justement, différentes séries à différents moments que vous pouvez regarder quand vous voulez, où vous voulez. Donc, ce serait idiot de se dire, on va regarder l'audience linéaire. Donc, on est après sur une agrégation d'audience de ce qu'il fait, et effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de voir si on a capté quand même un public, qu'il soit 12 ou 2 millions, mais si les 12 même reviennent, et si les 2 millions même reviennent, c'est encore mieux. Mais en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de savoir si on a capté une niche d'audience. Donc voilà, est-ce qu'on s'adresse aux jeunes je pense que le fait de faire travailler des jeunes auteurs, on aura plutôt tendance à s'adresser aux jeunes, mais j'en ai pas une grande certitude. Et à la limite, c'est pas grave. Je pense qu'il faut s'affranchir de ça aussi, parce que ce que tu disais, c'est est-ce que si on commence à se focaliser sur le fait de savoir qu'est-ce qui plaît aux jeunes et je vais leur donner ça, en tout cas, moi, je me sens peut-être pas forcément capable de le faire. Puis c'est comme toi, je suis assez vieux, j'ai plus de 40 ans. Donc voilà, mais en tout cas, on essaye. Voilà, on essaye. C'est l'expérimentation. Jean-François, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Ah, voilà. Monsieur au deuxième rang, là, si on peut lui porter un micro. Bonjour, Julien Chomouni, Colosse Productions. C'est dommage que Madame Gott s'en aille au moment de ma question, mais bon. Voilà, juste pour dire, je vais parler de mon cas personnel, mais qui est représentatif de plein de jeunes producteurs indépendants. Je salue la démarche d'OCS, mais je vais rebondir sur ce que disait Tanjay. Voilà, je pense que avant de se poser la question de pourquoi les jeunes ne regardent plus la télévision, c'est peut-être parce que l'offre ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont sur le web, parce qu'ils retrouvent ce à quoi ils s'attendent. Et pour mon cas, on a proposé, il y a plein de jeunes producteurs qui développent, qui font de la recherche, du développement, qui investissent de l'argent pour faire des projets. Moi, j'ai eu la chance de produire une émission pendant 2 ans qui s'appelait Tum Tum sur France 5. J'ai mis 4 ans à la vendre. Quand on passe autant de temps et pendant ce temps-là, il faut continuer à essayer de vivre et de survivre, c'est un peu compliqué. On a des projets qui sont soutenus par le CNC et malgré ça, on a un projet de fiction qui est soutenu et malgré ça, on n'est pas reçu. En fait, le vrai blocage, il est au niveau des diffuseurs. En fait, les jeunes producteurs ou les nouveaux producteurs, ceux qui ont peu d'expérience, ils ont une barrière qui est la barrière du rendez-vous. C'est très compliqué d'être reçu, d'être entendu. Et quand on a la chance d'être reçu pour que, à force d'appeler et de saouler un peu les secrétaires, on nous reçoit pour nous dire ça y est, on vous a reçu, arrêtez de nous appeler. En fait, on est face à un ni oui ni non. On reçoit notre projet, on nous dit ah oui, vous faites ça, mais en fait, on n'a pas de critique positive ou négative, on n'a pas de retour concret. Pour donner un exemple, nous, on a un projet avec une jeune présentatrice qui s'appelle Rokhaya Diallo, donc on est dans la diversité, on veut parler des manifestations, c'est un magazine, on est reçu par une chaîne de télé du service public et on nous dit en fait les manifestations c'est has-been, aujourd'hui tout se passe sur internet et en fait voilà, c'est comme ça qu'on nous recase alors qu'on a investi de l'argent pour produire un pilote, qu'on essaye d'avancer. Et aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai barrage, je pense que la vraie question c'est de se dire pourquoi les diffuseurs ne prennent pas plus de risques, pourquoi les diffuseurs ne prennent pas un peu d'audace, quitte à se casser la gueule mais au moins à faire émerger des nouvelles idées, des nouvelles tendances. Et en fait ce que permet le web c'est un peu ça, c'est de se dire on le fait, ça marche pas, c'est vu, c'est pas vu, mais au moins ça vit. Et c'est un peu l'idée, c'est de se dire voilà, il faut essayer d'ouvrir vos portes. Je remercie d'ailleurs Jean-François Boyer parce que il nous dit souvent il faut y aller avec un sabre, il faut essayer d'ouvrir, de défoncer les portes, passer par la fenêtre, voilà. Si la porte est fermée, passer par la fenêtre. Mais c'est vrai que c'est aussi grâce à toi et je te remercie parce qu'on reste motivé, on continue parce que sinon en fait les jeunes producteurs dans pas très longtemps, en fait ils vont être à la Banque de France et pas devant des chaînes de télé à proposer des projets. Voilà. Là, c'est un témoignage qui illustre donc la difficulté qu'ont les jeunes à être entendus. Je voudrais donner la parole à Jean-Christophe Bourgeois. Vous êtes le directeur général de Sony ATV, qui est une société d'édition musicale qui existe depuis les années 80. Alors vous, dans la musique, je dirais, vous avez depuis plusieurs années anticipé. Je voudrais votre expérience. Parce que vous travaillez aussi avec des youtubeurs. Permettez-moi de prêcher 2 minutes pour ma paroisse. J'ai envie de dire, si vous voulez répondre à la question où se trouvent les jeunes, cherchez la musique, ils ne seront pas loin. Parce que la musique est au cœur de leur vie plus que jamais auparavant, même si leur manière de la consommer a effectivement beaucoup changé ces dernières années, et on est encore en train d'essayer de s'adapter à ça. Mais si vous voyez même la présentation de Rodata tout à l'heure, les émissions, les nouveaux formats qui sont imposés, on a vu Lip Sync Battle, on a vu The Voice Kid, on a parlé de Norman et Cyprien, mais Madame de Rodata a bien précisé que c'était les plus grands scores d'audience sur YouTube, à part la musique. Donc j'invite les producteurs, les diffuseurs à réfléchir à la place qu'ils donnent à la musique aujourd'hui, bien sûr à la performance live, mais aussi à l'utilisation de la musique dans les séries. Yves Bigot tout à l'heure parlait du miroir normatif que représentent les séries aujourd'hui, et je comprends tout à fait. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est vrai aussi pour la musique qui illustre ces séries? Donc je vous invite à réfléchir là-dessus. Je voudrais revenir 2 secondes sur la création de contenu et la question de qui est le plus adapté pour produire un contenu pour les jeunes aujourd'hui. Déjà, on voit bien qu'il y a une technicité, un savoir-faire qui n'est pas lié à l'âge, qui fonctionne toujours avec les jeunes. Regardez la musique d'illustration justement de la présentation de Rodata, qui est un titre de Justin Timberlake, qui est une musique d'un film destiné aux jeunes, qui est chanté par un artiste qu'on ne peut pas considérer comme un jeune artiste aujourd'hui, et surtout qui est composé par Max Martin, qui a commencé
commencé à écrire ses tubes il y a plus de 20 ans maintenant pour les premiers singles de Britney Spears. Donc on voit bien que ce titre, qui est un énorme hit chez tous les jeunes du monde entier et qui s'est répandu comme une traînée de poudre, a été composé, façonné par des gens qui ont bien plus que 45 ans. En l'occurrence, Max Martin doit avoir au moins 45 ans. Donc il y a ce savoir-faire, il fonctionne toujours. Là où je pense que c'est impératif, et je vous rejoins là-dessus, d'aller chercher des jeunes pour créer des programmes spécifiques, c'est pour répondre à deux impératifs que je crois qu'on n'a pas assez abordé pour moi de ma compréhension de ce que sont les jeunes aujourd'hui et de ce qu'ils attendent. C'est la notion de communauté et la notion d'authenticité. Donc effectivement, vous avez dit que je travaillais avec des humoristes. Dans le cadre de l'adaptation de notre métier, je me suis intéressé plus à l'humour, puisque c'est chez les jeunes un segment très important. Et donc il y a 2 ans, on a signé un collectif qui s'appelle le Whoop, qui incluait déjà 2 youtubeurs connus qui étaient Mister V et Hugo tout seul, plus des gens qui venaient du stand-up, de l'impro, donc un collectif qui a commencé à poster des vidéos sur YouTube et qui petit à petit s'est associé avec nous, qui nous avons signé comme auteurs et qui avons investi dans leurs vidéos et aussi dans leur capacité à transmettre et à switcher leurs projets sur le live, puisqu'ils ont donc très tôt commencé à faire des spectacles. Donc c'était des gens qui avaient déjà des centaines de milliers de vues sur leurs vidéos quand moi je les ai vus dans une cave d'un bar sous Bastille. Et donc c'était courageux, c'était un vrai investissement de leur part. Donc c'est des gens qui ont un savoir-faire, qui ont su créer une communauté autour d'eux, comme le prouve aujourd'hui le fait qu'ils ont 2 500 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Donc pensez à ce que dit la personne de YouTube tout à l'heure, où il y a 65 personnes en France qui ont plus d'1 million d'abonnés. Eux en ont 2,5 millions. Ils sont bien au-delà des 250 millions de vues sur YouTube en 2 ans. Mais ils se sont associés avec nous, avec Endemol, pour travailler à développer leur contenu audiovisuel. Et ils ont signé aussi avec un producteur de spectacle, en l'occurrence Yuma, pour aller sur scène. Et donc aujourd'hui, ils ont fait plus de 130 dates et jouent dans des salles de 2000 personnes à Paris comme en province. Et je vais avoir la chance de les rejoindre ce soir pour fêter la dernière journée de tournage de leur premier prime pour D8. Donc, vous voyez, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas peur également avec ce que j'entends ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas aussi enfermer beaucoup les jeunes dans la case divertissement? Non, parce que, encore une fois, on peut travailler et imaginer des projets comme vous le faites, sans forcément penser en permanence à qu'est-ce que j'offre et est-ce que mon offre est adaptée à la demande d'aujourd'hui. Donc la proposition artistique, elle est aussi vraie pour le divertissement. Quand je vous disais authenticité, le collectif du Whoop n'a pas fait un brainstorming marketing pour se dire comment il faut qu'on calibre notre humour pour plaire à une cible. Ils sont comme ça, ils écrivent leur vie. Et avec un vrai talent et une manière de raconter l'histoire, un storytelling qui leur est propre. Et ça, si vous voulez, on ne peut pas le fabriquer parce qu'on perd l'authenticité et les jeunes le sentent. Donc ce qu'on peut faire, c'est leur donner les moyens, et à partir du moment où ils ont l'envie de s'associer avec d'autres, parce qu'on voit bien que les jeunes peuvent évoluer dans un monde complètement parallèle aujourd'hui. C'est ce que vous disiez sur à la fois la dépendance et puis l'autonomie très forte. Ils peuvent construire un monde où il n'y a presque plus de points de contact avec les producteurs de contenu que nous sommes. Vous voyez des festivals comme au mois de juin, c'est intéressant, il y a un festival d'électronique qui s'appelle le Weather Festival, qui ramène plusieurs dizaines de milliers de jeunes, voire d'extrêmement jeunes. Il n'y a aucune tête d'affiche. Les gens, il y a juste une communauté extrêmement active, extrêmement virulente aussi, donc qui surveille le moindre faux pas qui interpréterait comme une trahison des valeurs qui les réunit, parce que ce qu'ils veulent avant tout, c'est de partager ensemble des moments et d'être réunis en communauté. Et donc ça, il y a des youtubeurs, des gens comme le Whoop, qui savent construire une communauté de manière authentique. Et ça, c'est là où il faut aller les chercher. Et je vous encourage aussi à le faire, comme nous, on essaie de le faire, pour bénéficier de leur savoir-faire et amener la technicité qu'on a pu nous développer à travers le temps. Alors, on va prendre une question dans la salle, je pense. Mademoiselle, au 5e rang. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je crois qu'il ne marche pas. Merci de vous présenter. Il y a un monsieur derrière. Peut-être que je peux parler ainsi, vous m'entendez? Non. Le micro, on peut... Non. Ah si, oui. Oui, bonjour. Voilà, moi en fait, j'avais quelques remarques à faire, alors peut-être un petit peu à côté, parce que je pense qu'en posant la question où sont les jeunes, on parle peut-être d'une problématique beaucoup plus globale de qu'est-ce que la télévision, qu'est-ce qu'elle doit transmettre, comment est-ce qu'elle doit éduquer, ou voilà, en sachant bien évidemment, comme vous l'avez rappelé au tout début, Monsieur Boyer, que la télévision avait des responsabilités, qu'elle a une idéologie. Et ma question
parce qu'il faut. Enfin, je parle d'un lieu. Je suis à la fois auteure, consultante. Je suis à la fois française. J'ai de multiples appartenances. Et moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, la télévision française est une télévision d'ancien régime, de privilégiés, et qu'elle a un rapport à la réalité biaisé, ceux qui la font, ceux qui la pensent, ceux qui décident, d'où le décalage avec d'autres fictions outre-Atlantique, etc., qui sont patentes et criantes. Je ne parle pas simplement de la singularité, le grand problème qu'a la culture française, je ne sais pas comment, je caricature un peu, mais avec non pas la diversité que l'on saupoudre comme ça, mais le rapport à l'altérité. Et moi, à la place de où sont les jeunes, je dirais, voilà, comment est-ce qu'on parle aux jeunes, que définit-on pour eux, que leur renvoie-t-on? Et pour moi, il y a une grande faille. Et je pense que la télé devrait être... Il y a un tableau au musée d'Orsay qui a fait scandale. Vous parliez, Monsieur Boyer, tout à l'heure, de la façon dont la télévision devait déranger, etc. Une toile de Courbet qui a fait scandale à son époque, qui s'appelle L'enterrement d'Ornans. Pourquoi ? Parce qu'il avait osé donner les mesures, il avait donné les mesures d'un tableau normalement destiné à la mythologie, etc., à des pauvres, à la singularité, pas simplement religieuse, mais surtout sociale. Les pauvres sont très peu présents, l'altérité est très peu présente. Et donc voilà, moi je pense que la télévision, et j'en terminerai là, étant une formidable machine de nivellement et de véhicule des représentations, elle a une vraie question à se poser, avant de se poser la question peut-être où sont les jeunes. Voilà, c'est qu'est-ce que la télévision et comment doit-elle réagir à tous les nouveaux bouleversements de contenu, de forme. Quand on sait que l'intelligence narrative a quitté depuis longtemps la littérature et le cinéma par la pratique, et qu'elle a investi, qu'elle a émigré dans les séries et dans la télévision, et tous les nouveaux modes de perception et de réception. Voilà. Alors, Sabine... Sabine, vous voulez peut-être apporter une réponse ? Parce qu'on a fait une enquête en fait sur les génériques des séries et des feuilletons. Donc j'ai pris tous les génériques de 95 à 2015 et on les a aspirés. On a coupé d'un côté les personnages, de l'autre les comédiens. On a été essayer de rechercher les âges des comédiens par les CV qui sont très souvent sur Internet. Et puis, on a essayé de décrire les personnages. Donc, on regardait comment ils étaient appelés, quel était le métier qui leur était donné, comment était établie leur relation de parenté, quand c'est fils d'eux, fille d'eux, cousin d'eux, je sais pas. Et leur prénom. On a ensuite regardé comment on pouvait mettre le prénom en relation en regardant des dictionnaires de prénoms. Et on a vu, effectivement, que contrairement à ce que je pouvais penser, en tout cas moi, les jeunes étaient assez présents sur la télévision. Les 15-34 ans sont plus de 30%. Mais c'est un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas de bébés, il n'y a pas d'enfants pour des raisons qui sont liées au tournage des enfants, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de vieux. Donc finalement, la présence des jeunes, elle est importante dans les contenus, mais aussi par la défection des autres extrémités de la vie. Et quant au prénom, eh ben, le résultat est... Bon, moi, je suis très hostile au recensement, au type de recensement qui se fonde sur les minorités visibles, mais je trouve que les prénoms, c'est plus intéressant parce que la personne qui choisit le prénom, elle fait un véritable choix. Et du coup, on peut compter les prénoms et localiser les prénoms. Et là, on s'est aperçu que 95% des prénoms qui sont donnés à la télévision, dans la fiction française, depuis 1995, sont des prénoms occidentaux. Bon, donc il faut réfléchir parce que c'est pas très raisonnable. Quand on sait qu'un jeune sur 4 vient d'une famille dont il a reçu en héritage une autre langue que le français, on voit qu'il faudrait quand même qu'il y ait plus de diversité. Élargir. Voilà. On va prendre votre question. Un, deux, pardon, excusez-moi. Oui, donc bonjour, je m'appelle Jason Duvengele, je suis comédien et à la fois scénariste. J'écris et j'ai monté un collectif qui s'appelle I Have a Dream, où j'ai rassemblé plusieurs jeunes acteurs du cinéma français. Et je voudrais en fait un peu reprendre la question qui est le thème du débat aujourd'hui, parce que j'ai pas tellement eu la réponse en fait à travers tout ce qui a pu être dit, enfin sauf à travers un peu ce que Tonja a pu dire. C'est où sont les jeunes en fait. Bon, vu que je suis jeune, donc je vais parler pour la jeunesse. Donc où nous sommes en fait, on nous le demande pas vraiment. La question que moi je pourrais reposer, c'est où est notre place? Parce que à travers ce qui a pu être dit, j'ai pu constater qu'en fait il n'y a pas cette recherche là, cette invitation à nous appeler au travail en fait. Et quand on s'invite nous-mêmes au travail, ça devient beaucoup plus difficile. On doit faire face à beaucoup de barrières, face à beaucoup de blocages et de portes qui sont fermées.
et qu'il faut, comme il le disait tout à l'heure, passer par la fenêtre s'il le faut, même par le toit ou la cheminée s'il y en a une, pour vraiment en fait, pouvoir en fait, s'immerger dans le travail. Parce que le problème, parce que quand j'ai lu sur Facebook l'événement, et j'ai vu que ça parlait beaucoup de pourcentage, etc., etc. Mais le truc qui est là, c'est que on ne peut pas en fait. Où sont les jeunes? Pourquoi les jeunes ne regardent pas la télé? C'est parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Et je parle pas de jeunes noirs. Je parle de la jeunesse en général. La jeunesse en général ne se reconnaît pas dans ce qui se fait dans les différents programmes, que ce soit les séries, que ce soit les téléfilms. Je suis comédien moi-même. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, dans les histoires qui sont passées, dans les feuilletons, dans tout ce qui se passe, les jeunes ne se reconnaissent pas. Et pourquoi les jeunes sont beaucoup sur leur smartphone? Parce que sur les smartphones, on a accès à YouTube. Et YouTube, on peut faire ce qu'on veut. On peut créer son propre programme. Et il n'y a aucune barrière, en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai mis mon produit en ligne, mon produit, ma série en ligne, j'ai aucun blocage, aucun barrage. Ça sera vu, ça sera aimé. Mais au moins, j'ai eu mon opportunité, en fait. Et le vrai du vrai, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est plus profond que ça. C'est peut-être un problème français, c'est qu'en France, on est un peu plus frileux à donner une opportunité parce qu'on pense moins en termes artistiques on pense plus en termes argent qu'en termes artistiques. Ça veut dire qu'on se dit que si j'investis et que ça ne marche pas, c'est moi qui vais perdre. Mais on se dit jamais que le projet me plaît et j'ai envie quand même d'y aller. J'ai rien à perdre en fait. Et c'est cette différence-là que je pense qu'il y a avec les Américains. Parce que c'était un peu le débat aussi qu'il y avait hier au Théâtre de l'Odéon sur est-ce que le cinéma peut changer le monde. Et c'est ça qui revient encore en fait. C'est qu'il y a cette frilosité-là à se lancer, à donner l'opportunité. Et en fait, de toute façon, je vais faire court et bref. Oui, parce que là, on prépare le temps. Si cette opportunité J'attends la conclusion. Si cette opportunité n'est pas donnée, on verra en fait jamais de nouveaux talents émerger. Sauf ceux qu'on a envie de faire émerger, c'est-à-dire ceux qui sont autour de nous, etc. Là, on les fera émerger. Mais on ne découvrira jamais de nouveaux talents si on ne bannit pas cette insécurité. On va passer à la conclusion, Jean-François Brien. Merci. Et grâce à TV5 Monde, il y a au moins 400 millions de francophones qui ont pu voir notre colère, parfois, notre indignation, les questions qui sont parfois restées sans réponse. Je propose effectivement à Francine Marié-Ducret, qui est membre du CSA, de bien vouloir nous rejoindre pour faire la conclusion des débats de cette matinée au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci Monsieur le Président, cher Jean-François, Mesdames et Messieurs, chers amis. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à marquer un temps dans vos échanges de ce 28 juin 2016. Je vous en remercie sincèrement. Votre journée est loin d'être terminée. Vous aborderez cet après-midi des sujets aussi importants que la concentration et la taille critique dans le domaine de la production audiovisuelle. Je dois tout d'abord vous exprimer les encouragements très chaleureux du président Schramek, qui est intervenu à plusieurs reprises devant vous, mais qui n'était malheureusement pas disponible aujourd'hui. Et vous dire que l'ensemble du CSA suit avec grande attention le développement de la production audiovisuelle française et européenne. Il soutient vos projets, collectivement comme entreprise par entreprise, car la création audiovisuelle que vous portez est une composante essentielle de la culture de nos concitoyens, du public européen et des téléspectateurs de par le monde. Et elle est un pilier de l'économie de l'audiovisuel dans son ensemble. La capacité de croissance et de rayonnement de la production française de programmes est ainsi un souci naturel et constant pour le CSA. Vous avez décidé de traiter aujourd'hui plusieurs questions majeures de la transformation des usages et de l'économie de l'audiovisuel. Je retiens notamment les deux thématiques que sont la création pour les jeunes générations et la concentration des entreprises audiovisuelles. Et je me garde de mentionner ici les conséquences à tirer dans les semaines et mois à venir du Brexit dans le monde de l'audiovisuel. Vous avez raison de rechercher collectivement l'attention des jeunes pour vos créations. Ils sont une minorité du public d'aujourd'hui, ils sont le public de demain. Ils ne regardent que peu le téléviseur familial, vous l'avez dit, ils sont à la fois individualistes dans leurs usages et grégaires dans leur recherche de programmes générationnels. La musique et les jeux vidéo constituent une des spécificités de leur consommation média, tout autant que leur pratique des contenus à la demande, des réseaux sociaux et du mobile. De même, leur besoin d'information ne se satisfait plus des grands journaux télévisés. Et ils sont eux-mêmes créatifs.
Le colloque sur le CSA, les écrans et les jeunes de décembre 2014 avait déjà mis certains de ces traits en évidence. Les ressources créatives des nouvelles technologies de réalité virtuelle, sur lesquelles les sociétés françaises sont très actives et que vous avez abordées aujourd'hui, font sans doute partie des pistes de travail pour séduire de nouvelles classes d'âge. Plusieurs autres éléments semblent très encourageants concernant la fidélisation du jeune public. D'abord, et même si la quantification de ce phénomène est difficile, tout porte à penser que les contenus audiovisuels qu'ils recherchent sur d'autres supports sont bien des œuvres et des programmes de télévision, des séries en premier lieu, mais aussi des programmes humoristiques ou des émissions de tutorat. Ensuite, les mesures d'audience de la télévision linéaire et des services de rattrapage et de vidéo à la demande de nos groupes éditeurs montrent d'une part que la fiction française est fortement contributrice à l'audience globale des chaînes et d'autre part que les succès d'audience à l'antenne font les succès des programmes à la demande. Je pense par exemple au score des séries Fais pas ci, fais pas ça ou Les Témoins. La France quitte peu à peu sa mystérieuse singularité au sein des principaux pays européens dans lesquels la fiction nationale est toujours la plus regardée. Si en 2012, les 10 meilleures audiences de la fiction en France étaient réalisées par des programmes américains, en 2015, comme le montre l'étude que publie aujourd'hui le CSA, la fiction française est assurément aux premières places, 6 fictions sur les 10 premières, et l'une d'elles l'emprise pour la première fois en premier rang. Les 52 minutes, et non plus les fictions courtes, sont bien installées dans ce palmarès. Cet essor de la fiction originale française profite sans doute de 2 phénomènes concomitants. Nous sommes d'abord parvenus à la fin d'un cycle de grandes séries américaines procédurales qui ont fortement occupé les écrans durant la dernière décennie. Ensuite, la fragmentation d'audience de notre paysage audiovisuel a un effet mécanique sur la puissance des programmes. Cependant, ce renouveau est surtout dû à l'effort massif et constant des éditeurs, des producteurs, des créateurs qui se rassemblent pour écrire, tourner et exposer des fictions, des séries qui de plus en plus sont à notre société contemporaine ce qu'ont été les romans de Dumas ou de Zola au public des époques passées. Félicitations donc aux producteurs et aux auteurs et artistes qui savent imaginer et filmer des histoires riches, exigeantes, captivantes, addictives pour tous les âges. Ils administrent la preuve des talents audiovisuels à la manière française. De ce point de vue, nous pouvons considérer que les réformes apportées en 2009 et 2010 au régime de la contribution des chaînes à la production audiovisuelle, qui portaient l'accent sur un domaine d'œuvres dites patrimoniales, étaient pertinentes. L'encadrement du régime de la production audiovisuelle ne doit donc pas aujourd'hui s'éloigner de cet objectif. Mais, et c'est l'un des aspects de votre discussion à venir de cet après-midi, tous les acteurs de l'audiovisuel français et européen doivent se serrer les coudes pour tirer le meilleur parti de l'irruption pressentie il y a 6 ou 7 ans, patente aujourd'hui, des nouveaux modes d'accès aux programmes audiovisuels et de nouvelles entreprises qui les promeuvent. Celles-ci sont pour vous, et c'est heureux, de nouveaux clients. En revanche, la concurrence internationale ne s'exerce plus en dehors de notre territoire, mais directement ici. Dans ce nouveau contexte, les groupes audiovisuels français sous régulation sont confrontés à un défi majeur et il importe que les producteurs, qui tirent encore et tireront sans doute durablement la majeure partie de leurs revenus de ces groupes audiovisuels, l'affrontent avec eux. Il me semble que les évolutions des usages des programmes audiovisuels conduisent à des visionnages à la demande en augmentation constante, le programme linéaire servant de plus en plus de vitrine à des médiathèques de programmes accessibles à la demande ou sur abonnement. Ces services ont d'abord été anticipés par des acteurs non européens et les acteurs européens ont mis en place des services à la demande dans un premier temps de manière plus défensive qu'offensive, de crainte sans doute de manger leur propre chaîne. Mais le fait est que tous les groupes audiovisuels, publics ou privés, hertziens ou non, financés par les abonnements ou par la publicité, doivent impérativement développer ces médiathèques qui sont d'ailleurs une opportunité culturelle majeure pour le public. Jamais l'accessibilité légale des programmes n'a été aussi grande en dehors de la diffusion linéaire. Les producteurs de programmes, les ayants droit, doivent absolument continuer à accompagner la transformation numérique des groupes audiovisuels classiques parce que ces groupes ont une culture d'entreprise et un environnement juridique qui préservent la mise en œuvre de l'exception culturelle à la française, celle qui favorise le préfinancement et la rémunération des œuvres et des créateurs. À environnement législatif constant, ces transformations appellent des accords entre éditeurs et producteurs qui redéfinissent leur intérêt solidaire au succès des programmes français. Les accords signés fin 2015 et en mai 2016 par France Télévisions et le groupe TF1 sont un excellent modèle. Ce modèle doit permettre aux groupes de diffusion
tout en donnant aux sociétés de production indépendantes une visibilité pluriannuelle sur leur plan de charge, de gérer leurs commandes de programmes selon des modalités qui renforcent la stratégie de développement économique propre à chacun d'entre eux, sans doute selon au moins 3 axes. D'abord, qu'ils puissent accélérer leur transformation digitale de manière à attirer sur les programmes qu'ils éditent un maximum de public. Une bonne audience linéaire favorise une bonne audience non linéaire et la valeur de revente des programmes. Ainsi, les droits d'exploitation linéaires et non linéaires doivent pouvoir être négociés dès la conception des programmes. Ensuite, en raison de l'importance du financement de la production qui résulte de l'investissement des diffuseurs, ceux-ci doivent être rassurés à la fois sur la durée des droits cédés et sur la copropriété des programmes qu'ils préfinancent très fortement. Enfin, il faut accompagner autant que faire se peut le développement international des diffuseurs. Ce développement est aussi le vôtre, celui de votre capacité à préfinancer, coproduire, vendre avec des partenaires européens et internationaux. Le CSA, comme je pense au ministère de la Culture et de la Communication, souhaite vivement que la démarche très fructueuse de négociation d'accords qui a prévalu avec France Télévisions et avec le groupe TF1 puisse se poursuivre avec les autres groupes, notamment le groupe Canal+ et le groupe M6, mais aussi avec les chaînes payantes réunies au sein de l'Access, en tenant compte des particularités économiques et de l'univers concurrentiel de chacun. Avec les encouragements du Parlement prodigués au cours de la discussion du projet de loi création, et selon les pistes que le CSA a souhaité tracer parallèlement aux efforts du gouvernement par 3 documents publiés fin 2015 et début 2016, vos organisations professionnelles ont montré que dans un cadre législatif inchangé quant aux relations entre éditeurs et producteurs, il existe des marges importantes d'accords interprofessionnels, de transpositions conventionnelles et même d'aménagements réglementaires profitables à tous, éditeurs, producteurs, auteurs. Le Conseil salue votre méthode constructive et souhaite qu'elle aboutisse avec l'ensemble des éditeurs. Le fait que 2 groupes audiovisuels majeurs, publics et privés, aient signé avec vous et les distributeurs un accord sur le mode d'attribution des mandats de commercialisation et des droits d'exploitation secondaire des œuvres que vous coproduisez avec eux est extrêmement encourageant. L'aboutissement a été long, il s'agit d'appliquer pleinement une loi de fin 2013, mais la négociation a eu lieu avec un grand nombre d'éditeurs et le résultat paraît au CSA structurant pour le fonctionnement du marché des droits. Le Conseil ne doute pas que la définition de règles de négociation des mandats équitables, transparentes et non discriminatoires vaudra peu à peu, de manière explicite ou implicite, pour l'ensemble des programmes que vous produisez pour les chaînes de télévision. Au cours des derniers mois, et je l'espère au cours des mois à venir, vous avez renouvelé et vous continuerez à renouveler la relation interprofessionnelle avec les groupes éditeurs. Vous êtes allé jusqu'à faciliter un partenariat capitalistique renforcé entre les groupes principalement diffuseurs et les entreprises de production. Vous savez aussi qu'il n'existe pas de modèle unique de développement de l'activité audiovisuelle dans un monde où, semble-t-il, la convergence entre la distribution des chaînes, des services et l'édition et la production se concrétise plus massivement. Peuvent coexister des groupes plus intégrés verticalement, des groupes exclusivement éditeurs, des entreprises purs joueurs en production, des groupes de production qui accèdent à une taille de champion européen, des entreprises de production très indépendantes et de taille modeste, dont certains patrons sont à la fois auteurs et producteurs. Le CSA, en tout cas, ne pratique nullement la pensée unique sur un modèle particulier de développement. Ce qu'il observe, c'est qu'avec les accords de transparence et de vie que la loi création encourage, avec la reconnaissance par cette loi du rôle des distributeurs de programmes, avec vos accords sur l'attribution des mandats de commercialisation, vos accords de production, le marché audiovisuel français gagne en organisation, en surface, en fiabilité. C'est un signe véritable de progrès et de maturité. Le CSA travaille assidûment, par ailleurs, à la modernisation du cadre juridique européen dans l'intérêt des entreprises audiovisuelles françaises et européennes. Je voudrais souligner devant vous l'utilité de la méthode suivie dans le cadre du groupe des régulateurs de l'Union, l'ERGA, créé à l'initiative du président Schramek en 2013. En effet, la proposition de révision de la directive services de médias audiovisuels que la Commission européenne a rendue publique le mois dernier tient largement compte des préconisations qui lui ont été faites par l'ERGA. Parmi elles, je voudrais plus particulièrement mentionner la possibilité donnée aux États membres d'appliquer leur dispositif de financement de la création aux services ciblant leur territoire tout en étant établis dans un autre pays de l'Union européenne, ainsi que l'extension possible du champ d'application de la directive aux plateformes de partage de vidéos,
comportant l'exposition d'œuvres européennes. Bien sûr, il faudra un certain temps pour que la directive soit adoptée, et les efforts afin que les plateformes entrent dans un cadre de régulation audiovisuelle ne doivent pas être relâchés. Je précise aussi que dans toutes ces discussions, le CSA a veillé à ce qu'il ne soit aucunement porté atteinte à la notion de territorialité des droits. Il sait que les acteurs européens de la création doivent demeurer vigilants sur ce sujet, car il peut être tentant pour certains de mettre en place un marché numérique européen, non pas en favorisant une libération pan-européenne des droits par la voie contractuelle, mais en rendant obligatoire une telle cession par des voies autres, comme le montre le dossier en cours concernant Sky UK et plusieurs grands studios de cinéma américains. Or, nous n'oublions pas que seuls les grands acteurs de la famille GAFAN, avec N comme Netflix, ont aujourd'hui la capacité de financer systématiquement des droits d'exploitation européens et d'ailleurs mondiaux. Soyons donc vigilants sur ce sujet, tout en facilitant l'émergence de services de médias audiovisuels à la demande, conçus par des acteurs français et européens à visée européenne et internationale. Certains de nos groupes français s'y attellent, il faut les seconder. Nous nous trouvons dans une année particulière. La législature se termine bientôt. Les programmes pour la prochaine législature commencent à se dessiner pour ce qui concerne le secteur audiovisuel. Plusieurs étapes législatives ont déjà été franchies depuis 2013 et les lois sur la création et sur l'indépendance des médias ou sur la République numérique seront bientôt votées et promulguées. Il ne faut gaspiller aucune semaine dans la mise en œuvre des projets stratégiques des uns et des autres en tirant profit des dispositions législatives récentes ou très prochaines. Elles laissent un grand espace d'action aux producteurs indépendants. Plus ils s'accordent rapidement, dès cette année, avec les groupes éditeurs, plus ils feront face aux enjeux nationaux et internationaux avec solidité et visibilité. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cela ne peut que répondre à l'intérêt des téléspectateurs qui commandent son action régulatrice. Très bons travaux cet après-midi, cet été, cette année. Acceptez, je vous prie, mon sincère hommage à votre action de détection et de mise en valeur de talents créatifs. Merci. Merci à tous. Donc, les débats se poursuivront cet après-midi en direct avec Caroline Deschamps, Estelle Martin et Guillaume Durand, mise en place à 14h50. Merci.